Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Le premier épisode de la saison 2 d'Écho de Ferme est enfin là. Il était temps. Aujourd'hui, nous rencontrons Stella, qui gère l'exploitation du lycée agricole d'Albi-Font-Labour, dans le Tarn. Cette ferme est en polyculture élevage bovin, un système typique de ce territoire et aux nombreux avantages. Stella a un parcours pour le moins inhabituel, qui l'a amenée à vouloir développer des projets agroécologiques sur cette ferme, en cohérence bien sûr avec les objectifs pédagogiques de formation. Et oui, cet épisode est aussi l'occasion de parler de l'enseignement agricole, de faire un point sur les vocations et de comprendre les freins actuels à l'installation. Que tu sois issu du milieu agricole ou non, Stella partage de beaux messages à travers son expérience où la résilience est la clé. Bonjour Stella. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir ici dans le Tarn à la ferme de Bellegarde qui est spécialisée en polyculture élevage avec un troupeau de vaches laitières. Stella, tu es gérante de cette ferme qui appartient au lycée agricole Albi-Font-Labour. Quelles sont tes missions ici ? Alors j'ai beaucoup de missions différentes. La première mission, c'est la pédagogie, puisqu'on est la ferme d'un lycée agricole. Ça implique donc recevoir les élèves en stage pour découvrir un peu la réalité de l'élevage laitier. Ils ne sont pas forcément tous du milieu agricole. Et ceux qui sont du milieu agricole ne sont pas forcément issus de l'élevage laitier. Donc l'idée, c'est de leur montrer un peu ce qu'on peut faire, comment on travaille, et la diversité un peu du métier. Il y a également les élèves qui viennent en TP, donc avec leurs enseignants. Là, moi, j'ai une mission de coordination. Parfois, j'interviens aussi selon le sujet dont veulent parler les enseignants. Donc, quand il y a des thèmes spécifiques, ils me demandent et moi, je peux intervenir ponctuellement. J'interviens dans des classes sur le lycée également, pareil à la demande des enseignants. Donc ça, c'est vraiment la partie pédagogie. Et après, il y a une partie agricole, forcément. Qui est la majorité finalement. Qui est la majorité du travail, avec toute la partie administrative, de comptabilité, de gestion, de planification de projet, de planification de culture, les orientations qu'on veut donner à l'exploitation, etc. La gestion du personnel, parce qu'ici il y a 2 salariés et un apprenti. Et après, le travail quotidien sur l'exploitation, donc à la fois sur la partie élevage, un peu moins en ce qui me concerne sur la partie culture. D'accord, donc tu es multifonction, multicasquette. Voilà, un peu un couteau suisse. C'est ça, il en faut. Alors du coup, Stella, maintenant tu gères cette ferme, effectivement, qui appartient au lycée agricole, mais qu'il faut gérer, comme tu me l'expliquais lors de la visite, comme si c'était limite ta propre ferme. Ton parcours, est-ce que déjà tu es issu du milieu agricole de base, et quel est ton parcours jusqu'à ce que tu arrives à l'école d'agronomie, puisque tu es ingénieur agronome également. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens et pourquoi tu es arrivé jusqu'ici ? Alors moi, je suis ce qu'on appelle dans le jargon agricole une NIMA, non issue du monde agricole. Donc un peu comme un ovni finalement. J'ai grandi à Paris. Je suis originaire du sud-ouest de Haute-Garonne, mais pour le travail de mes parents, j'ai grandi à Paris. Mais j'ai toujours eu envie de travailler avec le monde agricole. J'ai retrouvé un cahier de quand j'avais 6 ans dans lequel j'avais écrit « Plus tard, je serai fermière ». Donc voilà, il y a des choses qui sortent pas de nulle part. Comme quoi on est déjà visionnaire toute petite. Voilà, il faut s'écouter, il faut toujours s'écouter. On sait ce qui est fait pour nous et ce pourquoi on est fait. Et donc moi, j'ai eu un parcours un peu... atypique ? Oui, j'ai fait quelques petits détours, on va dire. Sinueux. Voilà. Quand j'étais au collège, je voulais être vétérinaire rural. Donc toujours quand même cette appétence pour le monde rural, les vaches, les chèvres, les moutons, tout ça, ça a toujours été ce qui m'intéressait. Et à la fin de ma seconde, j'ai donc demandé à aller en bac scientifique, ce que je n'ai pas pu faire. Donc j'ai fait un bac L, parce que j'étais quand même plus littéraire que scientifique, notamment les mathématiques, qui n'étaient pas mes amis, et qui le sont pas forcément beaucoup plus aujourd'hui. Donc j'ai fait mon bac L, en me disant je verrai bien, peut-être que je vais me découvrir une passion pour quelque chose dans ce domaine-là et que ça ira. Mais à la fin de mon bac L, j'avais toujours envie d'être vétérinaire rural. Il me fallait toujours un bac S. Donc j'ai fait 1 an de remise à niveau
en sciences et j'ai passé mon bac S en candidat libre pour pouvoir après intégrer un BTS agricole. Donc j'ai fait un BTS production animale et c'est un BTS qui ouvre après la voie pour la prépa, veto et école d'ingénieur. Donc je m'étais dit, je vais faire ça et après je passerai mon concours vétérinaire. Et en fait, pendant mon BTS, j'ai découvert l'élevage et je me suis dit que ça m'intéressait vraiment beaucoup plus que vétérinaire. C'était pas du tout la même façon de travailler avec les animaux. Et donc là, j'étais un peu embêtée. Je suis allée voir ma prof principale, je lui ai dit, je sais pas quoi faire. Je sais pas ce que je fais de ma vie. Voilà, qu'est-ce que vous avez à me conseiller? Elle m'a dit, écoute, inscris-toi au concours ingénieur par apprentissage. Les inscriptions se finissent demain ou dans 3 jours, enfin voilà. Mais je pense que ça serait très bien pour toi. Donc je me suis inscrite en me disant on réfléchira plus tard. J'ai passé les concours et j'ai été acceptée en école d'ingénieur, donc par la voie de l'apprentissage à Bordeaux, donc Bordeaux Sciences Agro. Et au départ c'était un peu mon plan B, puisque j'avais quand même vétérinaire dans un coin de la tête, et puis au fur et à mesure, à force de réfléchir, je me suis dit non. C'est ton plan A. C'est mon plan A. Je me voyais pas faire une prépa pour au final peut-être quand même finir en école d'ingénieur, avoir souffert pendant 1 an. Et pour au final, en plus, pas être en alternance. Et moi, le côté alternance m'intéressait vraiment beaucoup, puisque c'était l'occasion de travailler... Dans le concret. Voilà, dans une exploitation agricole pendant 3 ans. Donc, j'ai commencé mon alternance dans un élevage caprin, en Haute-Garonne, où ça ne s'est pas très bien passé. Donc, j'ai fini par partir. Ils voulaient que je parte, je voulais partir. Donc, ça tombait bien, on était d'accord. Parce qu'au départ, je voulais m'installer en chèvre. Donc, apprentissage dans un élevage... caprin. Puis là, il fallait trouver autre chose assez rapidement. J'ai trouvé un peu par hasard un élevage bovin, laitier, avec transformation dans le Béarn. Et je me suis dit, on verra bien, allons-y. Et ça a été incroyable. J'ai énormément appris. J'ai donc passé 2 ans et demi comme apprentie, jusqu'à la fin en fait, de mes études d'ingénieur. Et puis là, c'est posé la question de m'installer avec eux ou pas. J'ai continué mes études encore un petit peu parce que je trouvais que j'en avais pas fait tout à fait assez. Je voulais prendre le temps de réfléchir à si c'était vraiment ça que je voulais faire ou pas. Au départ, je voulais partir travailler à l'étranger dans des élevages en Australie, voilà, mais c'était le début du Covid. Donc, changement de plan, j'ai fait 1 an d'école de commerce en marketing et communication, puisque si je voulais m'installer dans l'élevage dans lequel j'avais travaillé, on faisait de la vente directe, et donc je m'étais dit que ça pouvait toujours servir, et que même si je faisais pas ça, ça me servirait quand même un jour. Ah oui, donc tu as vraiment un parcours effectivement très sinueux avec formation L, puis tu reviens aux sciences, au domaine agronomique, puis après l'école de commerce, effectivement tu as parcouru tout l'horizon des possibles en soi. Voilà, j'avais fait L, j'avais fait S, il me manquait la partie ES. D'accord. C'était au complet maintenant. Voilà, et donc après je suis retournée dans cet élevage donc, chez les Givrés des Prés pour m'installer avec eux. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un CEFI, un stage de parrainage pendant 2 ans. C'est un peu l'équivalent d'une période d'essai dans le monde privé pour voir si justement on arrivait à travailler ensemble, monter les projets, faire les demandes pour les aides, etc. Et puis malheureusement les choses ont fait que finalement ça ne s'est pas fait. Et j'ai eu l'opportunité de venir ici, à Albi, reprendre la gestion de la ferme du lycée, suite au départ donc, de Serge Touzane qui partait lui gérer celle de Figeac. Et me voilà ici donc depuis le 1er septembre. Vu que tu rebondis sur la ferme, je vais en profiter pour te demander de nous expliquer ici qu'est-ce que vous produisez. Donc il y a effectivement polyculture, il y a la partie grande culture, mais il y a aussi la partie élevage avec le troupeau de vaches des Primolstein. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les deux s'articulent ? Alors nous au départ on est producteurs laitiers, donc on a 70 Primolstein donc pour faire du lait. On vend tout notre lait à Sodial, on fait 750 000 litres de lait par an à peu près. Et on a 160 hectares de cultures diverses qui servent principalement à l'alimentation de notre troupeau. Donc des prairies, du maïs fourrage, de la betterave fourragère, de l'orge. Et après, un petit peu de... On a des couverts végétaux, des métailles qu'on ensile aussi pour l'alimentation des vaches. À côté de ça, on fait un petit peu de culture de vente, en particulier du blé et du maïs semence. On a un contrat avec une coopérative locale sur le maïs semence, et donc chaque année, on fait une 15aine d'hectares de maïs semence. C'est la grosse partie culturelle de l'exploitation. D'accord, et ça part directement en coopérative, et sinon, effectivement, tout ce que tu citais avant, ça rentre dans l'alimentation du troupeau de vaches.
Voilà, l'idée c'est d'être autonome le plus possible sur la partie alimentaire. Alors, parfait. Comment ici vous fonctionnez pour tendre à cette autonomie alimentaire? Est-ce que vous l'atteignez ou est-ce que c'est encore pas l'idéal? Alors 100% d'autonomie alimentaire, c'est très compliqué. Nous, on doit être à 90%, ce qui est pas mal. On a une ration qui est basée sur le maïs en silage. Et qui dit maïs en silage dit forcément complément à côté. Tourteau de soja en particulier ou de colza, mais ici on utilise un mélange colza-soja et après des compléments minéraux, des compléments voilà, pour équilibrer la ration. Donc c'est quasiment impossible d'être autonome à 100%, en tout cas pas sur un système qui se base sur le maïs. Et quand on est en Prime Holstein, c'est compliqué de se passer du maïs. On peut mettre en place des systèmes un peu différents pour diminuer la part de maïs dans la ration, en favorisant l'utilisation de l'herbe. Se passer complètement du maïs, c'est toujours compliqué, surtout quand on a des vaches qui ont un potentiel de production élevé, puisque le maïs, c'est vraiment un très très bon élément pour produire du lait. Néanmoins, tu me disais notamment en faisant la visite que selon toi, le maïs n'était pas l'idéal. J'avais bien aimé ta comparaison. Mais alors le maïs, c'est un peu de la choucroute, c'est une fermentation, c'est de la nourriture fermentée. Alors la vache, elle aime beaucoup ça, c'est pas la question, mais ça reste un ruminant, donc c'est fait pour manger plutôt de l'herbe, de la fibre. Alors évidemment, du coup, nous, dans la ration, on rajoute, elle mange pas que du maïs, mais l'idée qui me trotte dans un petit coin de la tête depuis un moment, ce serait de effectivement développer le pâturage sur l'exploitation du lycée avec un système un peu différent, puisqu'ici dans le Tarn on a quand même des contraintes climatiques fortes, peu de pluie et des fortes chaleurs qui sont pas favorables à la pousse de l'herbe, ce qui explique aussi le système actuel. Voilà, on fait forcément avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, et on ne peut pas faire de miracle. Si les agriculteurs commandaient la météo, ça se saurait. J'aimerais bien quand même, je trouve qu'on est, comme je le disais tout à l'heure, l'exploitation, une de ses principales missions, c'est quand même la pédagogie. Et en particulier, donc, mettre en avant les bonnes pratiques agro-environnementales. Du coup, se pose la question quand même de ce pâturage. Aujourd'hui, les vaches sortent, mais c'est pas du tout suffisant pour qu'on puisse appuyer la ration dessus. Et donc, se pose la question de, sur les 10 prochaines années, faire évoluer le système vers un système où on aurait une 30aine d'hectares pâturables et donc une ration vraiment qui s'appuierait sur le pâturage, sur l'herbe en tout cas, sous toutes ses formes, que ce soit de l'ensilage, du foin, de l'enrubanné ou effectivement de l'herbe pâturée directement dans les champs. Et ça, c'est possible si on met en place ce qu'il faut, puisque donc il ne pleut pas, il faut ramener la pluie sur la parcelle, donc en irriguant l'herbe au lieu d'irriguer du maïs. Il y a de plus en plus d'éleveurs qui font ça. Je réfléchis sur le projet avec un éleveur qui est dans le Gers. Donc il y a un autre lycée agricole qui travaille aussi là-dessus, le lycée du Valentin. Donc l'idée c'est de travailler avec tous ces gens-là. Le lycée agricole de Pamiers, l'exploitation réfléchit aussi à mettre en place ce genre de système. Donc c'est quelque chose qui est quand même dans l'air du temps. Et donc l'idée ce serait de tester donc, ce pâturage irrigué, voir si ça permet de contrebalancer un peu le climat local et de changer un peu le système de production qu'on a ici. Et quelles contraintes tu as rencontrées par rapport à ce projet que tu souhaites mener ici ? Alors des contraintes, il y en a plein, parce que forcément quand on veut changer ce qui se fait, c'est toujours compliqué, mais c'est normal. Surtout quand on vient d'arriver, c'est important quand même de prendre le temps de comprendre le fonctionnement du système, parce que rien ne se fait, moi c'est quelque chose que je dis beaucoup aux élèves, tout ce qui se fait sur une exploitation agricole, il y a une raison pour laquelle ça se fait comme ça, et on ne peut pas arriver et vouloir tout changer du jour au lendemain, ça ne marche pas comme ça. J'étais dans le Béarn pendant 4 ans, pas du tout le même climat que le Tarn, pas du tout les mêmes contraintes, pas du tout les mêmes sols, donc on ne peut pas arriver et tout changer au bout de 6 mois, ce qui n'empêche pas d'avoir des idées et justement de parler pour voir un peu ce qui pourrait être un frein ou pas. C'est important quand même de prendre le temps de poser les choses. Voilà. Et de se laisser le temps aussi de la réflexion. Comprendre, connaître. Voilà. Donc 1 an, c'est à peu près ce qu'il faut. On a vu toutes les saisons, on a vu tous les visages de l'exploitation, les pics de travaux, les périodes où il y en a moins, etc. Et ça permet d'être un peu plus juste aussi dans son fonctionnement. Donc bon, il y avait le fait que je venais d'arriver. Forcément, les gens ont eu un petit peu peur, même si l'idée, c'était pas de changer du jour au lendemain, c'était de commencer à discuter d'une transition potentielle.
Et après, forcément, voilà, donc on change les pratiques, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément faire, on n'a pas forcément les compétences, pas forcément l'appétence non plus. Voilà, les freins principaux que j'ai rencontrés, c'était des freins géographiques, topologiques. On a une route qui passe. Alors oui, il y a une route, c'est pas une route forcément très fréquentée, mais ça, effectivement, ça peut engendrer des problèmes de voisinage si à chaque fois que le voisin veut partir travailler, il est bloqué par les vaches ou... Ça fait partie des choses qui se réfléchissent, qui se discutent avec les voisins. Effectivement, c'est un frein potentiel, donc il faut le prendre en compte. Et après, les freins principaux dont je parlais, qui sont les freins climatiques, puisque l'herbe au-dessus de 32 degrés, ça pousse plus, et s'il n'y a pas d'eau, ça pousse pas non plus. Et dans le Tarn, on est quand même souvent autour des 30 degrés l'été, et il n'y a pas beaucoup d'eau l'été. Donc c'était la vraie problématique. Les essais qui sont menés aujourd'hui sur le pâturage irrigué montrent que sur des climats similaires aux nôtres, ça fonctionne, avec en plus l'avantage de l'irrigation qui fait baisser la température au niveau du sol et donc favorise la pousse de l'herbe. D'accord. En tout cas, ce projet permettrait de rentrer dans le cadre de l'outil pédagogique, comme tu le disais tout à l'heure, qui est effectivement d'expliquer aux élèves et futurs agriculteurs qu'il y a d'autres possibilités, d'autres méthodes de production. Et d'ailleurs, pendant la visite, tu montrais aussi que vous mettez en place d'autres options, comme notamment l'agroforesterie pour les cultures. Oui, en fait, on a beaucoup de pratiques agro-environnementales. Ce serait une pratique supplémentaire. Donc aujourd'hui, effectivement, on plante... on fait partie d'un projet qui s'appelle... d'un appel à projet national qui s'appelle Climatera, qui est un projet CASDAR, donc un financement national. On est une des 5 exploitations de lycée agricole à avoir été retenues dans le cadre de cet appel à projet. Donc c'est justement l'idée, c'est de valoriser toutes les actions agro-environnementales qu'on met en place sur les exploitations. Donc on en fait beaucoup. On travaille énormément sur la gestion de l'eau, sur le stockage du carbone. On plante des haies, on a donc une parcelle agroforestière. Sur cette parcelle, on fait des essais de prairies, de pâturage et de céréales. L'idée, c'est justement effectivement de lever un peu toutes les idées reçues, tous les freins que les gens peuvent avoir et montrer que ça marche. On peut faire de la céréale sur parcelle agroforestière. Évidemment, après, pour la partie pâturage, c'est logique, ça fait de l'ombre vache. D'accord, très bien. J'en profite pour rebondir sur une thématique qu'on a plus entendu ces derniers temps, notamment avec les manifestations de janvier dernier. Beaucoup d'agriculteurs et notamment des éleveurs ont pointé du doigt la maladie MHE, qui est la maladie hémorragique épizootique, qui est chez les bovins, et c'est lié à un virus qui est transmis par un moucheron. Il y a des foyers qui ont été décelés, notamment dans le sud-ouest de la France fin 2023 et qui ont un peu continué en début d'année 2024. Ce sujet a été mis sur le tapis, parce qu'il n'y a pas forcément de solution et ça a un impact sur la productivité du cheptel. Comment ici vous avez fait face ? Est-ce que vous avez déjà été confronté à cela ou à d'autres maladies ? Alors nous, la MHE, on n'a pas été concernés directement. On a été soumis à la réglementation locale sur les déplacements, sur la vente des animaux, donc pas de vente à l'étranger, mais on n'a pas eu de cas sur l'exploitation. À part traiter contre les mouches, on ne peut pas faire grand-chose. Il n'y a pas de vaccin et il n'y a pas vraiment de traitement non plus derrière. Donc on a eu beaucoup de chance à ce niveau-là, on n'a pas été concernés. Par contre, nous, on a été concernés par une autre maladie qui se propageait en même temps que la MHE, qui s'appelle la FCO, fièvre catarrhale ovine. Comme son nom l'indique, au départ, c'était une maladie qui concernait essentiellement les ovins et les caprins, avec des impacts très très forts sur les troupeaux de mortalité. Et il y a un variant qui touche également les bovins. Généralement, ça ne fait que, entre gros guillemets, provoquer des avortements, ce qui a un impact quand même énorme, évidemment, à la fois financièrement et psychologiquement, parce que c'est jamais très marrant d'avoir une vache qui avorte. Sur la FCO, il y a un vaccin. Donc nous, on a fait le choix de vacciner. Malheureusement, il se trouve qu'on a eu des cas au moment où on commençait la vaccination. C'est des symptômes assez similaires à la MHE, un mode de transmission quasiment identique, c'est un moucheron ou les moustiques. Et malheureusement, nous, les cas qu'on a eus sur l'exploitation ont été graves. On n'a pas juste eu un avortement. On a perdu une vache très rapidement suite à la maladie. La maladie, voilà. Et une autre qu'on a réussi à sauver, mais qui malheureusement n'a jamais retrouvé la santé qu'elle avait au départ. Voilà. Donc c'est sûr que c'est des maladies qui ont des impacts très forts sur les exploitations, financièrement. C'est difficile de les prévenir ? Oui, parce que comme je disais, à part traiter contre les mouches, on ne peut pas faire grand-chose.
Et avec le changement climatique, les mouches sont là de plus en plus tôt et restent de plus en plus tard. C'est pour ça que 2023 a été particulièrement intense à ce niveau-là. C'est que jusqu'à fin octobre, il faisait encore 28. Donc les mouches, les moustiques, ils étaient toujours là. Et malheureusement, non, il y a très peu de choses qu'on peut faire, surtout quand on a des animaux qui sortent. Voilà. Dans le département, nous retrouvons beaucoup de polyculture élevage bovin qui est assez représentatif du paysage tarnais, alors surtout à l'est et avec plus de la grande culture à l'ouest. Quels sont les avantages et l'avenir de l'agriculture par rapport à ce système-là ? L'intérêt principal du système en polyculture élevage, c'est la complémentarité. On produit pour nourrir nos vaches, ou nos moutons, ou nos chèvres, etc. Et en même temps, nos animaux produisent des effluents d'élevage, du fumier, du lisier, qui vont servir à amender les champs et donc rapporter à la terre de la matière organique. Quand on est dans un système 100% céréales, cette matière organique, il faut la faire venir autrement. Ça a un coût. Et un système 100% élevage, dans ce qu'on appelle les systèmes hors sol, c'est pas parce que l'animal ne sort pas que l'élevage n'a pas sa production, parce que sinon c'est des coûts, on est complètement dépendant de ce qui se passe à l'extérieur. Donc à mon sens, la polyculture élevage est un très bon système. Ça permet aussi de limiter la dépendance aux fournisseurs, enfin aux clients du coup. Si on faisait que du lait, sans faire de culture de vente à côté, le jour où la laiterie arrête de nous ramasser le lait, par exemple, ou le jour où on a un problème sur le troupeau, on n'a plus rien. En ayant les cultures de vente à côté, ça donne une petite sécurité qui permet d'assurer... oui, ça ne met pas les œufs dans le même panier, finalement. Voilà. Et à l'inverse, si on n'a que de la céréale, le jour où ils grêlent sur l'exploitation, si on n'a plus rien, on ne gagne rien cette année-là. Plus un système est diversifié, plus il est résilient. Alors quand on regarde quand même le paysage agricole, c'était surtout quelque chose qui était présent depuis des centaines d'années, d'avoir une partie élevage, une partie culture. Et finalement, on voit aussi ce système qui revient chez les jeunes agriculteurs qui essaient de diversifier et d'apporter d'autres ateliers. Qu'est-ce que tu en penses, toi, avec ta vision d'agronome et toute ton expérience sur ce modèle-là ? Est-ce que pour toi, c'est un modèle d'avenir ou effectivement, il faut trouver d'autres économies d'échelle ? C'est une question qui n'est pas simple. On va aujourd'hui, je pense, quand on voit les problèmes de rémunération, l'agriculteur est très dépendant. On est les seuls à ne pas fixer nos coûts, quand même. On est les seuls à faire de la vente et à ne pas choisir à combien on vend nos produits. Partout ailleurs, dans l'industrie, c'est le fabricant qui fixe ses prix de vente. Nous, on nous impose nos prix de vente. Pour moi, il y a un intérêt certain à, du coup, se réapproprier cette partie-là. Alors, quand on peut, avec de la transformation, remettre la valeur ajoutée sur l'exploitation et plus juste vendre la matière brute. Malheureusement, ça implique aussi une charge de travail supplémentaire non négligeable. Les agriculteurs sont déjà complètement débordés. Dire que c'est la solution, ça paraît compliqué. Parce que quand on travaille déjà 80 heures semaine, aller en plus faire des marchés et transformer son fromage, c'est pas possible. Si les agriculteurs gagnaient mieux leur vie, si les produits étaient mieux rémunérés, sans doute qu'ils pourraient justement embaucher pour mettre en place ce genre de fonctionnement-là. C'est pour ça que je dis que c'est une question qui est très compliquée. Oui, parce que finalement, on touche à un sujet un peu épineux qui est la fixation des prix, mais aussi quelle est la valeur qu'on donne aux produits. Et c'est même une question très sociétale par rapport aux consommateurs. Finalement, combien on est prêt à payer pour tel ou tel produit. Donc ça peut un peu nous dépasser finalement. Voilà, on est très exigeant en France, à juste titre, sur les conditions de production. En revanche, on est beaucoup moins prêt à payer le produit à sa juste valeur. Aujourd'hui, si on regarde un agriculteur qui arriverait à se rémunérer 2 000 € par mois, si on le ramène au salaire horaire, il est bien en dessous du SMIC. Plus on va rajouter des normes, plus on va rajouter des contraintes à l'éleveur, plus à l'agriculteur, mais moi je vais parler plutôt par rapport à l'élevage parce que c'est ce que je connais mieux. Toutes ces normes-là, toutes ces contraintes, elles rajoutent du temps de travail. C'est du temps que l'éleveur n'a pas forcément pour justement développer d'autres activités. C'est des choses importantes à faire, mais peut-être qu'il faut voir en face comment on peut... Les priorités, c'est ça que tu veux dire ? Mais oui, et puis financièrement, comment on accompagne parce que voilà, faire mettre des bâtiments aux normes... Il y a des éleveurs qui ont 60 ans et tout d'un coup, ils fassent la mise aux normes du bâtiment. Il leur est resté que 5 ans à travailler, 5, 6, 7 ans. Une mise aux normes, c'est 10, 15, 20 ans de remboursement d'emprunt.
Quand on est proche de la retraite, c'est compliqué. Comment on fait ? Après, pour transmettre à celui qui arrive après, c'est compliqué aussi. Voilà. Donc, comment on accompagne sur ces questions-là ? Je sais pas quoi dire, tu me fais une transition parfaite. On va croire que tout est déjà planifié alors que pas du tout. Je voulais aborder un sujet avec toi qui est le renouvellement des générations dans l'agriculture. On est dans un lycée agricole, tu côtoies des jeunes qui viennent expérimenter, tester, découvrir le monde agricole ici. On connaît la difficulté en France, notamment, qui est que la majorité des agriculteurs vont partir à la retraite, près de 50% en 2030, et peu seront renouvelés. Donc c'est un sujet tendu, en tout cas en France, pour trouver des solutions et inspirer les vocations agricoles. Ici, par rapport à la connexion avec le lycée agricole, quels sont les profils d'étudiants que tu as ? Quelles sont les tendances que vous voyez par rapport aux élèves présents ? Alors moi, je pense que la vocation agricole, elle est toujours là. Évidemment, chez les enfants, chez les jeunes issus du milieu agricole, qui ont grandi dans ce domaine-là. Enfin, les jeunes qui viennent ici, c'est des jeunes qui ont des projets d'installation. Ils veulent reprendre l'exploitation familiale. Mais on en a aussi beaucoup qui ne sont pas du milieu agricole et qui ont quand même cette appétence-là et cette envie de s'installer. J'ai l'impression que qu'il y a plus de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole qui rêvent d'installation aujourd'hui, ce qui est une bonne chose, parce que de toute façon, avec juste les fils et filles d'agriculteurs, malheureusement, on aura sans doute du mal à répondre aux besoins agricoles en France. C'est bien aussi parce que ça montre que c'est un monde qui s'ouvre, où chacun a sa place. C'est justement toute la mission des lycées agricoles, c'est de former les agriculteurs de demain, donc qu'ils soient du milieu ou pas. Qu'ils soient du milieu et qu'ils soient comme toi, Nima, si j'ai bien retenu. Voilà. Mais la difficulté principale en fait de l'installation, elle n'est pas tant d'être du milieu ou pas du milieu, même si évidemment ça joue. Elle est plutôt liée au contexte de l'installation, c'est-à-dire que c'est plus simple de s'installer quand on reprend l'exploitation familiale. C'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes freins. Une des grosses difficultés aujourd'hui, c'est l'installation des jeunes hors cadre familial, donc qui a été mon cas par exemple, mais ce qui est le cas de beaucoup, c'est-à-dire de jeunes qui veulent reprendre une exploitation agricole avec laquelle ils n'ont aucun lien. Oui, parce que quand c'est dans le cadre familial, très souvent, il y a des dispositifs de transmission avantageux qui permettent du coup aux enfants de reprendre plus facilement grâce à ces dispositifs. Voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes montants d'installation. Ça se négocie plus facilement aussi d'étaler le rachat des parts sur le long terme. Il y a des négociations avec l'héritage aussi quand il y a des frères et sœurs. Il y a beaucoup plus de solutions que quand on est hors cadre. Ça reste quand même un coût. Le frein principal aujourd'hui, il est à la fois sur le coût de l'installation, donc qu'on soit hors cadre ou pas, issu du milieu ou pas. Il y a des aides, heureusement, qui sont ce qu'elles sont. Mais le problème principal, c'est que si on veut vraiment que les gens s'installent et qu'ils restent installés, parce qu'il y en a beaucoup qui s'installent et puis qui finalement au bout de 2, 3, 4 ans arrêtent. Et ceux-là, on les compte pas. Souvent, on compte le nombre de jeunes qui se sont installés et on oublie de regarder à 5 ans ce qui s'est passé, qui est encore là. Et si on veut que les gens restent, il faut qu'ils gagnent leur vie. Donc en fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la question de la rémunération de l'agriculteur, elle est vraiment centrale parce qu'on peut avoir tout l'amour du monde pour un métier, si on n'en vit pas, ça s'arrête là. Personne ne peut faire ça bénévolement. Donc les deux enjeux, c'est comment on accompagne financièrement la reprise et surtout comment on assure derrière la pérennité du système. Parce que la passion, ça, les jeunes, ils l'ont. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Alors là, on aborde des questions un peu ça fait écho à tout ce qu'on a pu traverser en France là au moment des manifestations. Il y a un vrai enjeu de souveraineté alimentaire en France. Moi, je ne peux pas prendre position par rapport à mes fonctions. Ce qui est sûr, objectivement, c'est qu'aujourd'hui, on a des normes en France qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs dans le monde, qui entraînent des coûts de production plus importants. Et puis après, il y a toutes les normes environnementales, les normes liées au bien-être animal. Il y a des directives européennes, et après chaque pays les adapte. Nous, on aime bien, en France, être premier de la classe. Donc on fait mieux, ce qui encore une fois est une bonne chose. Il y a beaucoup à faire et c'est bien que les choses évoluent. Simplement, derrière, on fait venir des produits de l'étranger qui sont produits avec des normes différentes. On a des
produits, des pesticides, des produits phytosanitaires en France qui sont interdits, et on importe des produits qui sont cultivés avec ces produits que l'on interdit en France. Donc il y a effectivement là-dessus quelque chose qui n'est pas logique et qui fait qu'on n'est forcément pas concurrentiel par rapport à une pomme qui vient d'ailleurs ou un agneau qui vient d'ailleurs. Donc pour moi, il y aurait un travail à faire à ce niveau-là. Si tu devais dire à quelqu'un qui nous écoute et qui hésite à s'engager dans la filière agricole ou qui a envie de se reconvertir, par exemple, tu lui conseillerais quoi ? Alors, si c'est quelqu'un qui connaît le milieu agricole, je lui dirais fonce, va quand même voir ailleurs comment ça se fait, pas s'installer chez ses parents tout de suite en sortie d'études, prendre le temps de voir ailleurs, que ce soit en France ou à l'étranger, justement pour comprendre mieux les enjeux, peut-être avoir des idées aussi de comment faire différemment. Ça permet d'ouvrir un peu à autre chose, pas juste refaire ce qui a toujours été fait à la maison. Mais ce sont des jeunes qui savent, qui connaissent les réalités, qui savent dans quoi ils s'engagent. Si c'est quelqu'un qui n'est pas du milieu agricole, je dirais fonce, mais prends le temps de découvrir, de travailler, de te former. Comme toi, finalement. Voilà. Moi, je suis arrivée avec mon projet d'installation quand je suis rentrée en école d'ingénieur après mon BTS, pleine de rêves et d'illusions un peu. Et c'est important de se confronter à la réalité, ne serait-ce que la charge de travail, parce que c'est très bien de se dire mais je serai avec mes vaches, c'est super, ou avec mes chèvres, je ferai mes fromages. Oui, il faut quand même se lever à 5h le matin. Il faut quand même travailler quand il pleut, quand il fait froid, quand il y a du vent, quand il y a de la neige, quand il fait très chaud. Les réalités du métier, elles sont fatigantes, c'est des grosses semaines. C'est important de le vivre avant de se lancer. Discuter aussi avec des éleveurs, avec des agriculteurs, avec plein de gens et même des professionnels qui gravitent autour du monde agricole. Plus on a vu de choses, plus on est armé pour faire ce qu'il faut chez soi. Stella, tu nous as partagé beaucoup de choses, beaucoup de pistes, mais s'il y avait un seul message, un seul écho à laisser aux auditeurs, ce serait lequel ? Ce serait une phrase qu'on utilise beaucoup dans une association dont je fais partie qui communique sur le monde agricole. Aimez-nous, on fera le reste. C'est très beau. Merci Stella pour ta disponibilité. Bravo pour ton parcours et je te dis à bientôt. À bientôt, merci. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.